Dans cette vidéo, on va de nouveau parler d'un point chaud du globe en relations internationales, à savoir la mer de Chine méridionale. Aussi appelée mer du Sud, il s'agit d'un territoire maritime, théâtre de plusieurs conflits frontaliers et lieu de potentielles escalades militaires dans les années à venir, vous allez le comprendre. Cette mer s'étend du détroit de Malacca au sud jusqu'au détroit de Formose au nord. C'est une mer qu'on appelle semi-fermée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas directement ouverte sur un océan, mais qu'elle est très entourée. Elle est en effet bordée par 8 pays, dont la Chine, qui va particulièrement nous occuper dans cette vidéo. Tensions avec Taïwan, construction d'îlots artificiels pour agrandir son territoire maritime, survol militaire des zones aériennes des pays voisins comme le Vietnam, et démonstration de force militaire du fait de la présence des Américains aux Philippines, voilà de quoi faire un nouvel épisode de Borderline. Alors avant de nous plonger dans le cœur de la question géopolitique, il faut faire un petit point de droit international. Vous aurez probablement remarqué que notre sujet varie un peu par rapport aux deux premiers épisodes sur la Corée et le Cachemire, parce qu'ici nous ne sommes plus sur le continent, mais sur la mer, où se trouvent aussi des frontières entre États souverains. Mais ces frontières sont bien plus récentes que celles que nous avons l'habitude de voir entre les pays sur nos globes et nos planisphères. Elles ont été officiellement définies lors d'une convention des Nations Unies de 1982 qui a eu lieu dans la ville de Montego Bay, en Jamaïque, d'où son nom de Convention de Montego Bay. Ce texte ne sera ratifié que 12 ans plus tard par quasiment tous les pays du monde, à l'exception notable des États-Unis qui de toute façon ont pris l'habitude de ne pas signer la plupart des accords internationaux. Bien sûr, c'est un texte très détaillé, alors pour les besoins de la vidéo, on va la faire courte et schématique. En gros, cette convention définit un droit de la mer, notamment sur les questions de souveraineté territoriale, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo. Elle délimite 3 zones maritimes à partir du trait de côte des États, 3 zones qui correspondent à 3 niveaux de souveraineté. La première zone est celle des eaux territoriales, sur les 22 premiers kilomètres. Dans cette zone, l'État côtier est totalement souverain. Vient ensuite la zone contiguë, jusqu'à 44 km, où l'État côtier peut exercer des contrôles douaniers. Et enfin, arrive la zone économique exclusive, qu'on appellera ZEE, pouvant s'étendre jusqu'à 650 km à partir de la côte. Dans cette dernière zone, l'État n'est pas souverain, mais dispose d'un droit d'exploration et d'exploitation des ressources privilégiées. En gros, la ZEE, c'est la réserve marine de ressources naturelles d'un pays. Et le truc super avec la ZEE, c'est qu'il suffit d'avoir 1 km² de terre émergée, genre une toute petite île avec un aménagement même minimal, pour revendiquer une zone d'un rayon de 650 km autour de cette île pour pêcher, forer le sous-sol et ratisser les fonds marins. Maintenant, si vous avez compris ce point de droit international, vous allez vite comprendre le problème géopolitique en mer de Chine méridionale. On a dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une mer semi-fermée bordée par 8 pays qui ont chacun, bien évidemment, une multitude de petites îles sous leur souveraineté. Du coup, vous comprenez facilement ce qui peut arriver. Les ZEE se chevauchent du fait de la proximité entre deux côtes ou deux îles d'États différents. Dans ce cas, selon la convention de Montego Bay, un accord doit normalement permettre d'établir une limite territoriale à équidistance des deux États côtiers, mais si vous regardez cette carte, vous voyez que la ZEE de la Chine se superpose sur quasiment toutes les autres de ses voisins. Alors comment est-ce possible ? Eh bien parce que certaines de ces îles présentes en mer de Chine méridionale font l'objet de revendications de 2 ou plusieurs États. Les 2 exemples les plus connus étant les îles Paracels, revendiquées par le Vietnam, Taïwan et la Chine, et les îles Spratleys, qui elles sont carrément revendiquées par la Chine, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, le Sultanat de Brunei et Taïwan. Il s'agit donc de véritables litiges frontaliers, et nous allons ici développer chacun de ces exemples. Commençons par les îles Paracels. Dans l'histoire récente, la Chine s'est emparée de cet archipel aux dépens du Vietnam en 1974, date à laquelle le Vietnam sort très affaibli de 20 ans de conflit avec les États-Unis. Et de l'autre côté, Taïwan, qui est le rival de la Chine sur la scène internationale, revendique aussi la souveraineté territoriale sur cet archipel, mais Taïwan vient de perdre en 1974 son siège de représentant à l'ONU au profit de la Chine. Et depuis cette date, le début des années 70 donc, la Chine pratique une politique de projection de sa puissance sur cet espace maritime
en aménageant les îles et les récifs à des fins militaires et géostratégiques. Prenons l'exemple de Woody Island, ou île de Yongxing en chinois, qui est la plus grande île de l'archipel avec ses 2,6 km². Cette île a été dotée d'un aéroport capable d'accueillir des avions militaires chinois. Aussi, pour justifier de sa normalité, l'île a reçu 1400 habitants et comporte tous les équipements civils de base, tels qu'une école, une banque et un hôpital. Mais ne nous y trompons pas, cette île est devenue une place majeure dans le système chinois de projection en mer de Chine méridionale. Elle est équipée d'installations de sécurisation telles que de puissants radars et des stations d'écoute qui en font un véritable lieu stratégique. En ce qui concerne les îles Spratleys, nous allons être un peu plus courts, même si le conflit implique davantage d'acteurs. Depuis fin 2013, la République populaire de Chine y construit une grande muraille de sable, à savoir 7 îlots artificiels sur 9 récifs, pour une surface totale de 13,5 km². Sur ces îlots, elle bâtit des constructions de grande envergure, 3 aéroports, des héliports, des ports, des immeubles, afin d'asseoir sa présence dans cette zone qui est très disputée. Notons qu'à la différence des îles Paracels, il y a eu une décision de justice internationale concernant les îles Spratleys. En effet, le 12 juillet 2016, la Cour permanente d'arbitrage a considéré que la Chine ne pouvait prétendre à une zone économique exclusive du fait de l'occupation de ces îlots par d'autres pays. Mais la Chine n'a pas fait cas de cette décision, rappelant que les arbitrages internationaux n'ont pas une force contraignante sur les pays souverains qui restent les seuls décideurs de leur politique internationale. Alors maintenant que nous avons exposé les parties prenantes des conflits et développé des exemples, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ces États mettent autant d'énergie à revendiquer des ZEE par-dessus les autres ? En gros, quels sont les intérêts pour les États à déployer autant d'astuces juridiques et de démonstrations de force en mer de Chine méridionale ? Eh bien, la réponse tient en 3 raisons principales. La première, c'est que la mer de Chine méridionale est le lieu de passage de la principale route commerciale maritime du monde, et quand on sait qu'aujourd'hui 80% du commerce international transite par la mer, on comprend l'intérêt stratégique de contrôler cette zone. Les ports de Singapour, porte d'entrée du détroit de Malacca au sud, ceux de Da Nang au Vietnam et bien sûr Hong Kong en Chine sont parmi les plus grands ports de commerce du monde. La deuxième raison est celle de la richesse de la mer de Chine méridionale en ressources naturelles. Ces eaux sont parmi les plus poissonneuses du monde, et lorsqu'on achète des filets de poissons congelés avec pour origine Asie du Sud et de l'Est, c'est quasiment sûr qu'ils viennent de là. Mais les populations diminuent drastiquement du fait de la surpêche intensive, qui est une des conséquences des rivalités politiques et économiques entre les États qui ne veulent pas laisser cette manne industrielle aux autres. En plus du poisson, on trouve aussi, devinez quoi, d'importantes ressources pétrolières sous les fonds marins, comme vous pouvez le voir sur cette carte représentant les plateformes offshore en mer de Chine méridionale. Enfin, un facteur de conflit dans la mer de Chine méridionale est purement géopolitique et historique. Il faut bien comprendre que cette mer est considérée par la Chine comme sa cour intérieure, et il est vrai qu'elle y a historiquement exercé une souveraineté pendant les siècles impériaux. Rappelons que la présence occidentale dans la zone est très mal perçue. Elle ravive la mémoire de la guerre de l'opium, menée entre les Britanniques et les Chinois au XIXe siècle, puis celle des Américains après la Seconde Guerre mondiale, présents aux Philippines, et, bien que la flotte américaine se soit officiellement retirée depuis les années 90, qui garde toujours une capacité d'intervention dans la zone, notamment depuis le pivot géostratégique de l'Atlantique vers le Pacifique au début des années 2000. Ces deux passifs historiques donnent autant de raisons à la Chine de revendiquer par tous les moyens sa souveraineté et sa légitimité dans cette zone. Revendication aujourd'hui exprimée par la position dite de la ligne des 9 traits, qui délimite le marquage historique de la souveraineté chinoise en mer de Chine méridionale, en se basant sur les acquisitions et les accords conclus durant la période impériale et face aux puissances occidentales et colonisatrices qui ont toujours été très actives dans la région.